Le Montana, à la fin de l'été, n'est pas le territoire de carte postale que l'on vend dans les brochures touristiques. C'est un espace qui respire lentement, lourdement, comme un animal ancien. Les montagnes y semblent immobiles, mais imposantes, couvertes de forêts épaisses où la lumière peine à atteindre le sol. L'air sent la résine, la terre humide, parfois la fumée lointaine des feux de broussailles. Le vent y est imprévisible. Il peut être doux et presque rassurant au lever du jour, puis devenir brutal en quelques minutes, sifflant entre les troncs, faisant claquer les branches mortes comme des os secs. C'est un territoire qui exige du respect et qui ne pardonne pas l'erreur, surtout lorsqu'on s'y aventure sans préparation suffisante. Ce matin-là, le ciel était clair, d'un bleu pâle presque trompeur. La lumière du soleil se frayait un chemin entre les cimes, dessinant des taches irrégulières sur les sentiers de terre battue. Rien ne laissait présager que cette journée allait devenir le point de départ d'une affaire qui, des mois plus tard, continuerait de hanter enquêteurs, secouristes et médecins. Une mère et son fils s'étaient levés tôt, dans un petit motel en bordure d'une route secondaire. La chambre sentait le café tiède, le tissu usé des rideaux et la poussière que l'on n'arrive jamais vraiment à éliminer dans ces endroits de passage. Il parlait peu. Le garçon, âgé de 13 ans, enfilait ses chaussures avec application, concentré, comme s'il voulait bien faire. Sa mère vérifiait son sac à dos, comptant mentalement l'eau, quelques barres énergétiques, une veste légère, un téléphone portable chargé à moitié. Elle avait cette assurance tranquille de ceux qui pensent connaître la nature, qui l'ont déjà parcourue sans incident et qui croient, peut-être inconsciemment, que cela suffira encore une fois. Ils avaient prévu une randonnée simple, rien d'extrême. Une boucle signalée sur une carte touristique, annoncée comme faisable en une demi-journée. Le plan était clair. Partir le matin, marcher tranquillement, déjeuner en chemin, rentrer avant la fin de l'après-midi. Ils avaient déjà parcouru des sentiers similaires. Le garçon aimait la forêt, le silence ponctué par les cris d'oiseaux, l'impression d'aventure contrôlée. Sa mère, elle, voyait dans ces escapades un moyen de se rapprocher de lui, de partager quelque chose de simple, loin des écrans et des tensions du quotidien. À 8h17, selon les données relevées plus tard sur le téléphone de la mère, il quitte le parking du départ du sentier. Les premiers mètres sont faciles. Le sol est stable, légèrement humide. Les odeurs sont familières, pain, mousse, feuilles en décomposition. Il croise un couple de randonneurs qui redescendent déjà. Un échange de sourires, un signe de tête. Rien d'anormal. Le sentier s'enfonce progressivement dans une zone plus dense. La lumière devient plus diffuse. Le silence s'épaissit. On entend le frottement des chaussures sur la terre, le souffle régulier, parfois le craquement d'une branche sous le poids d'un pas mal placé. Vers 9h03, ils s'arrêtent près d'un ruisseau. L'eau est froide, claire. Ils remplissent une gourde supplémentaire. Le garçon jette un caillou et observe les cercles se former à la surface. Sa mère consulte la carte, plisse les yeux. Un doute fugace traverse son visage. Le tracé semble moins évident que prévu. Le balisage est discret, parfois effacé par le temps. Elle hésite, puis décide de continuer. Revenir en arrière maintenant leur semble inutile. Ils ont encore du temps, de l'énergie. Elle pense reconnaître le relief décrit sur la brochure. À 9h41, il quitte sans vraiment s'en rendre compte le sentier principal. Ce n'est pas une décision nette, consciente, plutôt une succession de micro-choix. Un chemin qui paraît plus évident, une trace dans l'herbe, une branche cassée qui suggère un passage. La forêt, à cet endroit, se referme.
Les arbres sont plus serrés, les pentes plus marquées. Le sol devient irrégulier. Les pas se font plus prudents. Le garçon commence à poser des questions. Sa mère le rassure. Elle dit qu'ils vont retrouver le sentier, que ce n'est qu'un détour. Mais le temps passe, et le décor ne correspond plus à ce qu'ils attendaient. À 10h22, la fatigue commence à se faire sentir. Le garçon transpire, enlève sa veste. L'air est plus lourd ici. L'orientation devient confuse. Chaque direction se ressemble. La boussole intégrée au téléphone indique des repères, mais le relief perturbe la perception. La mère sent une tension monter dans sa poitrine, une inquiétude sourde. Elle essaie de rester calme. Elle sait que paniquer est la pire chose à faire. À 11h05, elle tente un appel. Aucun réseau. Le symbole sur l'écran reste obstinément vide. Elle regarde son fils. Il comprend sans qu'elle ait besoin de parler. Un silence lourd s'installe. Il décide de s'arrêter, de réfléchir. La forêt autour d'eux est étrangement immobile. Pas de vent, pas d'oiseaux. Juste ce silence dense, presque oppressant. C'est à partir de là que chaque minute compte, et que chaque décision va peser lourdement. Ils décident de redescendre vers ce qu'ils pensent être le ruisseau entendu plus tôt. Mais le terrain les oblige à contourner des obstacles, à grimper, à glisser. À midi passé, ils sont épuisés. La mère sent une douleur sourde dans sa cheville. Le garçon trébuche à plusieurs reprises. L'eau commence à manquer. Il mange rapidement, sans appétit. À 13h47, la mère fait une chute plus sérieuse. Elle se rattrape à une racine, mais sa cheville se tord violemment. La douleur est immédiate, aiguë. Elle essaie de se relever, mais le poids ne passe plus. Son visage se crispe. Le garçon panique. Il ne sait pas quoi faire. Elle lui dit de rester calme, de s'asseoir près d'elle. Ils sont désormais immobilisés, au milieu d'une zone boisée, en pente, à plusieurs kilomètres de tout sentier connu. Les heures suivantes deviennent floues. La douleur, la fatigue, la peur brouillent la perception du temps. La nuit tombe plus vite que prévu, sous le couvert dense des arbres. La température chute. Ils se serrent l'un contre l'autre. Les bruits de la forêt nocturne les entourent. Des craquements, des souffles, parfois des cris lointains. Chaque son devient une menace potentielle. Pendant ce temps, au motel, la réceptionniste remarque qu'ils ne sont pas rentrés. À 19h12, elle tente de les appeler. Pas de réponse. À 20h30, elle prévient le shérif local. Une procédure est enclenchée. Au début, rien d'alarmant. Des randonneurs en retard, cela arrive. Mais à mesure que la nuit avance, l'inquiétude grandit. Les recherches commencent officiellement à 6h le lendemain matin. Des équipes de bénévoles, des rangers, des chiens pisteurs. Les protocoles sont clairs. Quadrillage, zone concentrique à partir du point de départ connu. Le terrain est difficile. La visibilité est limitée. Les chiens perdent la piste à plusieurs reprises. Les traces sont confuses, fragmentaires. On retrouve un mouchoir, un emballage de barres énergétiques, mais rien de décisif. Les jours passent. Les recherches s'intensifient. Hélicoptères, drones, équipes spécialisées en milieu forestier. Les médias commencent à relayer l'affaire. Les visages de la mère et du fils apparaissent à l'écran. Les hypothèses se multiplient. Erreurs de parcours, blessures, chutes, rencontres avec un animal sauvage. Chaque piste est examinée. Chaque indice est analysé. Mais le terrain semble avaler les preuves. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir, bien plus tard, ne correspondrait à aucune hypothèse formulée jusque-là. Sur le terrain, les conditions se dégradent. Les pluies d'automne commencent. Le sol devient glissant.
Les températures nocturnes chutent en dessous de zéro. Les équipes continuent, méthodiques, épuisées. On élargit la zone de recherche. On interroge d'autres randonneurs, des chasseurs, des habitants isolés. Rien. Aucun témoignage crédible. Les semaines deviennent des mois. Officiellement, les recherches actives sont suspendues. Le dossier passe en phase froide. Mais certains continuent. Des bénévoles reviennent, encore et encore. Parce qu'abandonner est inacceptable. Parce qu'une mère et un enfant ne peuvent pas simplement disparaître sans laisser de traces. C'est un chasseur, début décembre, qui remarque quelque chose d'anormal. Une forme, au loin, entre les arbres. Pas un animal, pas un rocher. Quelque chose de vertical, immobile. Il s'approche prudemment. L'odeur le frappe avant même qu'il ne comprenne. Une odeur de décomposition, de terre humide, de bois pourri. Puis il voit les cordes, grossières, enroulées autour d'un tronc, et les corps. Rien n'allait préparer l'équipe à ce qui allait suivre. La mère et le fils sont là, attachés à un arbre, à quelques mètres l'un de l'autre. Amaigris à l'extrême, vivants, à peine. Les secours sont appelés, les médecins arrivent, les gestes sont précis, rapides. On coupe les liens, on couvre les corps. Le garçon est conscient, mais ses yeux semblent perdus, comme s'il regardait à travers les gens. La mère est dans un état critique. Déshydratation sévère, hypothermie, infections multiples. Les analyses médicales révèlent une survie prolongée, presque incompréhensible. Des semaines, peut-être des mois. Les muscles atrophiés. Des lésions dues à l'immobilité. Des signes de malnutrition extrême. Mais aussi des traces de gestes organisés. Des tentatives de protection contre le froid. Des abris improvisés. Des restes de nourriture sauvage. Racines, écorces, insectes. Les enquêteurs reconstituent lentement les faits. La chute. L'impossibilité de se déplacer. Le choix désespéré de rester visible, attaché, pour ne pas se perdre l'un l'autre. L'espoir que quelqu'un passerait, que les recherches les trouveraient. Chaque jour qui passait renforçait ce choix, même s'il devenait une prison. Les médias explosent, les questions aussi. Pourquoi attachés? Pourquoi là? Pourquoi personne ne les a trouvés plus tôt? Les rapports officiels restent prudents. Trop de zones d'ombre, trop d'erreurs humaines. Des recherches passées trop loin, des zones mal couvertes, des décisions prises trop tard. Les conséquences sont lourdes. Longues hospitalisations, rééducation physique et psychologique. Le garçon fait des cauchemars. La mère lutte contre la culpabilité, la douleur, la honte. Les enquêteurs, eux, restent hantés par ce détail qui allait tout changer. Ils étaient passés à moins de 500 mètres du lieu, des semaines plus tôt, sans jamais les voir. Aujourd'hui encore, cette affaire laisse un goût amer. Un rappel brutal de la fragilité humaine face à la nature. De l'importance des choix, des protocoles, des limites. Et dans le silence du Montana, lorsque le vent souffle entre les arbres, certains se demandent encore comment ils ont tenu. Et pourquoi, malgré tous les rapports, cette survie reste, en partie, inexpliquée. Le temps, après leur découverte, a pris une texture étrange, comme s'il s'était étiré puis brutalement contracté. Dans les heures qui ont suivi l'extraction, l'espace autour de l'arbre est devenu une zone figée, saturée d'odeurs de terre retournée, de carburant, de désinfectant. Les secouristes parlaient à voix basse, presque comme dans un lieu sacré. Chaque geste était mesuré. Chaque regard fuyait les cordes coupées laissées au sol, encore imprégnées de sueur, de pluie, de peau. La forêt, elle, continuait de respirer. Comme si rien ne s'était passé. Le vent faisait osciller les branches, indifférent,
et ce contraste dérangeait profondément ceux qui étaient là. Le trajet vers l'hôpital a duré plus d'1 heure. 1 heure pendant laquelle les médecins ont surveillé des constantes à peine stables, ont humidifié des lèvres craquelées, ont murmuré des prénoms à des corps qui semblaient flotter entre 2 états. Dans l'hélicoptère, le bruit des pales écrasait toute tentative de pensée cohérente. Le garçon fixait le plafond, ses yeux suivant un point imaginaire. Sa respiration était rapide, superficielle. À plusieurs reprises, il a tenté de bouger les jambes, avant de se rendre compte qu'elles ne répondaient presque plus. Cette prise de conscience silencieuse a provoqué une montée de panique que les médecins ont immédiatement contenue, posant une main ferme sur son épaule, répétant calmement qu'il était en sécurité maintenant, que tout allait être pris en charge. À l'hôpital de Missoula, une aile entière a été isolée. Les protocoles pour victimes de survie prolongée en milieu hostile ont été appliqués avec une rigueur presque militaire. Réchauffement progressif, réhydratation lente pour éviter le choc, examens sanguins répétés. Les corps, après des semaines d'adaptation à la pénurie, ne pouvaient pas supporter un retour brutal à la normalité. Chaque organe devait être réappris, presque rééduqué. Les médecins parlaient en termes techniques, mais leur visage trahissait une tension profonde. Aucun d'entre eux n'avait vu un cas comparable dans cette région, encore moins impliquant un enfant. Les premières nuits ont été les plus difficiles. La mère, plongée dans un état semi-conscient, se réveillait en sursaut, persuadée d'entendre son fils appeler. Elle tentait de se lever, de tirer sur les perfusions, avant de s'effondrer, épuisée. Le garçon, lui, refusait souvent de fermer les yeux. Dès que la lumière diminuait, les souvenirs revenaient. Le froid mordant, l'odeur de la pluie sur la terre, le silence interminable entre 2 passages d'équipes de recherche qu'ils entendaient parfois au loin sans jamais pouvoir attirer l'attention. Les psychologues notaient tout, chaque réaction, chaque mot prononcé, conscients que ces détails seraient essentiels pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir au fil des entretiens allait compliquer encore davantage l'affaire. Lorsque le garçon a commencé à parler de manière plus structurée, son récit était fragmenté, désordonné, mais précis sur certains points. Il se souvenait des jours et des nuits comme d'une succession de sensations, plutôt que d'un calendrier. La faim, d'abord, lancinante, qui finit par devenir une sorte de bruit de fond. La soif, plus violente, presque douloureuse, surtout lorsque la pluie cessait pendant plusieurs jours. Il décrivait la façon dont il récupérait l'eau, avec des morceaux de tissu, des feuilles larges, tout ce qui pouvait retenir quelques gouttes. Il parlait des insectes qu'ils attrapaient lentement, méthodiquement, en dépassant le dégoût, parce que l'instinct de survie prenait le dessus. Il expliquait aussi l'idée des cordes. Au début, les enquêteurs avaient supposé une contrainte extérieure, une intervention humaine. Mais la réalité était bien plus tragique et plus simple à la fois. La mère, incapable de marcher après sa blessure, avait compris qu'il risquait de se séparer involontairement s'il tentait de se déplacer à nouveau, surtout la nuit ou en cas de panique. Ils avaient trouvé une vieille corde dans son sac, prévue à l'origine pour sécuriser un passage escarpé. Ils l'avaient utilisée pour s'attacher au tronc, chacun de son côté, suffisamment lâche pour bouger un peu, suffisamment serré pour rester visible et proche. Ce choix, rationnel dans l'urgence, était devenu un piège à long terme. Chaque jour passé renforçait l'idée qu'il devait rester là, que partir serait encore plus dangereux. Les enquêteurs ont analysé la topographie avec une précision chirurgicale. Le lieu de découverte se situait dans une zone de relief trompeur, à la jonction de plusieurs micro-vallées. Les signaux sonores y étaient déformés. Les cris pouvaient sembler venir d'une autre direction, se perdre dans les creux. Les équipes de recherche étaient passées à proximité, parfois à moins d'1 kilomètre,
mais jamais dans l'axe exact. Les drones, gênés par la densité du couvert forestier, avaient survolé sans détecter les corps, dissimulés par les branches et l'ombre constante. Ce détail allait tout changer dans la perception publique de l'affaire. Ce n'était pas une disparition mystérieuse au sens classique. C'était une accumulation d'erreurs, de malchance, de décisions humaines prises dans des conditions extrêmes. Et pourtant, cette explication rationnelle ne suffisait pas à apaiser le malaise. Les médias ont commencé à disséquer chaque élément. Les cartes, les horaires, les protocoles. Pourquoi le sentier secondaire n'était-il pas mieux signalé ? Pourquoi le réseau était-il aussi instable dans une zone officiellement ouverte au public ? Pourquoi les recherches avaient-elles été suspendues alors que des indices existaient encore ? Les autorités ont répondu par des communiqués prudents, reconnaissant des limites, évoquant des contraintes logistiques, la météo, les ressources humaines. Mais derrière les mots, une réalité s'imposait. La frontière entre sécurité et danger dans ces espaces était beaucoup plus fine qu'on ne voulait l'admettre. Sur le plan médical, la récupération a été lente, douloureuse. Les muscles du garçon avaient fondu. Ses articulations étaient raides, douloureuses. Il devait réapprendre à marcher, à tenir debout sans vertige. Chaque pas était une victoire, mais aussi un rappel brutal de ce qu'il avait traversé. La mère, elle, souffrait de complications plus graves, des lésions nerveuses, des infections osseuses liées à l'immobilité prolongée, une insuffisance rénale transitoire. Les médecins parlaient en termes de mois, voire d'années, pour une récupération partielle. Psychologiquement, les conséquences étaient tout aussi lourdes. La culpabilité pesait sur elle comme un fardeau constant. Elle répétait souvent la même phrase, presque mécaniquement. Elle aurait dû faire demi-tour. Elle aurait dû appeler plus tôt. Elle aurait dû mieux se préparer. Les thérapeutes tentaient de déconstruire cette spirale, de lui rappeler que la survie elle-même était un fait extraordinaire. Mais dans son esprit, chaque souvenir était contaminé par ce sentiment d'échec. Le garçon, de son côté, développait une relation ambivalente avec la nature. Il rêvait encore de la forêt, mais ses rêves étaient instables, changeants. Parfois, il se voyait marcher librement entre les arbres, sans douleur, sans peur. D'autres fois, il se réveillait en hurlant, convaincu d'être encore attaché, incapable de bouger. Les spécialistes parlaient de stress post-traumatique sévère, aggravé par la durée exceptionnelle de l'épreuve. Au fil des semaines, les visites se sont succédées. Journalistes, responsables locaux, associations de randonneurs. Tous voulaient comprendre, témoigner, tirer des leçons. Certains y voyaient un symbole de résilience humaine. D'autres, un avertissement brutal. Les autorités ont annoncé des audits, des améliorations de balisage, des campagnes de prévention. Mais pour ceux qui avaient vécu l'affaire de l'intérieur, ces annonces semblaient tardives, presque dérisoires. Rien n'allait préparer l'équipe médicale à l'évolution de la relation entre la mère et le fils après leur sauvetage. Leur lien, déjà fort, était devenu presque fusionnel. Une peur constante de la séparation s'était installée. Même pour des examens de routine, ils demandaient à rester dans des chambres proches, parfois dans la même pièce. Les psychologues ont dû intervenir progressivement, avec délicatesse, pour éviter que cette dépendance ne devienne un obstacle à leur reconstruction individuelle. Des mois plus tard, lorsque la mère a enfin pu raconter son histoire de manière plus cohérente, certains détails ont encore troublé les enquêteurs. Elle parlait de la perception du temps, de la manière dont les jours se confondaient. Elle décrivait des moments de lucidité intense, suivis de phases de confusion profonde. Elle se souvenait de décisions prises presque instinctivement, sans réflexion consciente. Et surtout, elle évoquait cette attente constante, presque obsessionnelle, d'entendre un bruit humain, un moteur, une voix, un pas différent de ceux des arbres, des animaux. Cette attente, disait-elle, était à la fois ce qui la maintenait en vie et ce qui la détruisait lentement. Aujourd'hui, l'affaire des disparus du Montana est souvent citée dans les formations de secours et de gestion de crise.
non pas comme un exemple héroïque, mais comme un cas complexe, inconfortable, qui oblige à remettre en question des certitudes. Elle rappelle que la survie ne se résume pas à des gestes spectaculaires, mais à une succession de choix imparfaits, pris sous pression, dans l'ignorance de ce qui va suivre. Dans les archives, les rapports officiels restent techniques, froids, structurés. Ils listent des distances, des délais, des décisions. Mais entre les lignes, il y a autre chose. Il y a l'odeur de la forêt après la pluie, le froid qui s'infiltre dans les eaux, le silence qui devient assourdissant, et surtout, cette question qui persiste, longtemps après que les médias ont cessé d'en parler. Combien de temps un être humain peut-il tenir, non pas physiquement, mais mentalement, lorsqu'il est suspendu entre l'espoir et l'abandon, attaché à un arbre, au cœur d'un territoire qui ne promet rien, et qui pourtant, contre toute attente, laisse encore une chance de survivre. Après la sortie de l'hôpital, rien ne s'est réellement refermé. Le monde extérieur, avec ses bruits mécaniques, ses lumières artificielles et ses rythmes rapides, est apparu brutal, presque hostile. Pour la mère comme pour le fils, chaque détail banal prenait une dimension disproportionnée. Le simple fait de franchir une porte automatique déclenchait parfois une crispation. Le bruit sec d'un verrou, le claquement d'une portière, la sensation d'une ceinture de sécurité contre la poitrine suffisaient à réveiller une mémoire corporelle profondément ancrée. Le corps se souvenait avant l'esprit. Ils ont été installés temporairement dans un logement discret, mis à disposition par les autorités locales. Un endroit neutre, choisi pour éviter la pression médiatique. Pourtant, même là, le silence n'était jamais vraiment silencieux. Il était chargé, différent de celui de la forêt, mais tout aussi pesant. La nuit, la mère restait souvent éveillée, assise dans le salon, une couverture sur les épaules. Elle observait les ombres projetées par les phares des voitures passant au loin. Chaque faisceau lumineux évoquait inconsciemment l'espoir qu'elle avait nourri pendant des semaines, celui de voir enfin quelqu'un apparaître entre les arbres. Le garçon, lui, avait développé une hypersensibilité au son. Le tic-tac d'une horloge, presque imperceptible pour d'autres, devenait pour lui envahissant. Il demandait souvent qu'on l'éteigne. Le silence absolu l'angoissait autant que le bruit. Il cherchait un équilibre qu'il n'avait pas encore retrouvé. Les thérapeutes parlaient de reconstruction progressive du sentiment de sécurité. En pratique, cela signifiait des gestes simples, répétés inlassablement. S'asseoir à une table, manger lentement, reconnaître les sensations de faim et de satiété, réapprendre à faire confiance à son propre corps. Pendant ce temps, l'enquête administrative continuait, loin des caméras. Les rapports s'empilaient. Cartes annotées, relevés GPS, comptes rendus d'équipes de recherche. Chaque mouvement des premiers jours était reconstitué minute par minute. Les enquêteurs revenaient sans cesse à ce point précis où le sentier avait été quitté. Ils mesuraient les distances, simulaient des trajectoires, tentaient de comprendre comment une décision apparemment anodine avait pu entraîner une telle dérive. La forêt, sur le papier, semblait presque logique. Sur le terrain, elle demeurait déroutante. Des erreurs ont été reconnues, à demi-mot. Des zones jugées à faible probabilité n'avaient pas été fouillées avec suffisamment d'insistance. Certains créneaux horaires avaient été privilégiés, laissant des angles morts. Les chiens, pourtant expérimentés, avaient été perturbés par les pluies précoces. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux isolément. Mais mis bout à bout, ces éléments formaient une chaîne fragile, insuffisante pour protéger ceux qui s'étaient aventurés là. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir en approfondissant les relevés météo allait ajouter une couche supplémentaire de complexité. Durant les premières semaines suivant la disparition, plusieurs fronts atmosphériques atypiques avaient traversé la région. Des variations rapides de pression avaient modifié la propagation du son. Les cris, même puissants, pouvaient être absorbés ou déviés. Cette donnée, rarement prise en compte dans les recherches classiques,
expliquait en partie pourquoi certains appels n'avaient jamais été entendus, même à courte distance. Pour les équipes de secours, cette révélation a eu un effet déstabilisant. Elle remettait en question des certitudes opérationnelles. Elle rappelait que la nature ne se contente pas d'être un décor, mais qu'elle agit, influence, transforme. Les formations ont été mises à jour. Des protocoles ont été ajustés. Trop tard pour cette affaire, mais peut-être à temps pour d'autres. Sur le plan médiatique, l'histoire a connu une seconde vague. Moins sensationnaliste, plus analytique. Des documentaires ont été annoncés. Des journalistes spécialisés ont demandé l'accès au dossier. Certains cherchaient des angles nouveaux, parfois maladroits. D'autres tentaient sincèrement de comprendre. La mère et le fils ont refusé la plupart des sollicitations. Leur énergie était limitée. Chaque récit répété ravivait des sensations qu'ils essayaient à peine de contenir. Lorsqu'ils ont finalement accepté de témoigner devant une commission locale, l'atmosphère était lourde. La salle sentait le bois ciré et le papier. Les chaises grinçaient légèrement. La mère parlait lentement, choisissant chaque mot avec soin. Elle décrivait la forêt non pas comme un ennemi, mais comme un espace indifférent. Elle insistait sur cette indifférence, sur le fait que rien n'était intentionnel, qu'il n'y avait pas de menace consciente, juste une accumulation de conditions défavorables. Cette nuance, importante pour elle, semblait pourtant difficile à intégrer pour ceux qui l'écoutaient. Le besoin de désigner une faute, une responsabilité claire était palpable. Le garçon, lorsqu'il a pris la parole, a surpris l'assemblée par la précision de certains détails. Il parlait des variations de lumière au fil des jours, de la manière dont les ombres se déplaçaient lentement autour de l'arbre. Il évoquait la texture de l'écorce contre sa peau, devenue presque familière. Il racontait comment ils avaient appris à reconnaître les moments de la journée grâce aux insectes, aux oiseaux, à la température de l'air. Son récit n'était pas celui d'un enfant traumatisé au sens classique, mais celui d'un observateur forcé, contraint de s'adapter pour survivre. Rien n'allait préparer l'auditoire à la conclusion de son témoignage. Lorsqu'on lui a demandé ce qui lui avait permis de tenir, il a hésité longtemps. Puis il a parlé de la voix de sa mère. Même lorsqu'elle était trop faible pour parler longtemps, elle murmurait parfois. Des phrases sans importance apparente, des souvenirs, des descriptions. Ces mots, disait-il, l'empêchaient de se sentir seul. Ils donnaient une forme au temps. Sans eux, tout se serait dissous. Après cette audition, l'affaire a progressivement quitté l'espace public. Les unes se sont tournées vers d'autres sujets. L'attention collective s'est déplacée. Mais pour ceux qui avaient été impliqués de près, rien n'était vraiment terminé. Les secouristes continuaient d'y penser lors de chaque nouvelle mission. Les médecins évoquaient le cas lors de conférences, non pas pour le sensationnel, mais pour illustrer les limites de la médecine face à des situations extrêmes. La mère et le fils ont entamé une nouvelle phase de leur vie, marquée par une prudence constante. Les sorties en plein air se faisaient rares, encadrées, courtes. Chaque décision était pesée. Le garçon a repris l'école avec un accompagnement spécifique. Il avait pris du retard, mais son rapport au savoir avait changé. Il posait des questions différentes, plus profondes, parfois dérangeantes. Les enseignants parlaient d'une maturité précoce, teintée de gravité. La mère, quant à elle, suivait toujours des soins. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Il y avait des progrès, puis des reculs. Elle avait accepté l'idée que certaines séquelles seraient permanentes. Cette acceptation n'était pas résignée, mais lucide. Elle savait désormais que le contrôle absolu était une illusion, que même la préparation la plus minutieuse ne garantissait rien. Dans les montagnes du Montana, l'arbre est toujours là. Les cordes ont disparu depuis longtemps. Les traces visibles se sont estompées. La forêt a repris ses droits, comme elle le fait toujours. Pourtant, pour ceux qui connaissent l'histoire,
ce lieu n'est plus tout à fait neutre. Il incarne une frontière fragile entre la routine et le basculement, entre une promenade ordinaire et une épreuve qui dépasse l'entendement. Et lorsqu'on relit les rapports officiels, lorsqu'on examine les cartes et les chiffres, une sensation persiste, celle que, malgré toute l'analyse, quelque chose échappe encore. Non pas un mystère spectaculaire, mais une vérité plus inconfortable. La survie humaine dépend autant de facteurs mesurables que d'éléments invisibles, comme la volonté, le lien, la capacité à attendre sans savoir si l'attente sera récompensée. C'est peut-être pour cela que cette affaire continue de marquer les esprits, parce qu'elle ne propose pas de conclusion nette, pas de coupable évident, pas de leçon simple. Elle laisse derrière elle une question suspendue, silencieuse, semblable à celle que la forêt pose à ceux qui s'y aventurent sans vraiment les prévenir. Une question à laquelle chacun apporte sa propre réponse, en fonction de ses peurs, de ses certitudes, et de la manière dont il conçoit la frontière entre le monde maîtrisé et celui qui ne l'est jamais tout à fait. Avec le recul, certains détails ont pris une importance inattendue. Des éléments qui, sur le moment, semblaient insignifiants, presque anecdotiques, ont commencé à émerger dans les discussions entre enquêteurs, médecins et psychologues. L'un d'eux concernait la manière dont la mère avait organisé le temps. Elle ne savait pas quel jour on était. Elle ne savait pas combien de semaines avaient passé. Pourtant, elle avait instauré des routines, des gestes répétés à heures approximatives, une façon de rationner l'énergie, les paroles, même les pensées. Les spécialistes ont compris que ce n'était pas seulement une stratégie de survie physique, mais une tentative de préserver une structure mentale minimale dans un environnement qui dissolvait toute notion de normalité. Elle racontait qu'au début, elle comptait les nuits. Puis elle avait arrêté. Compter devenait dangereux. Chaque chiffre ajouté renforçait la sensation d'abandon. Alors elle s'était mise à observer les cycles naturels, l'inclinaison de la lumière, la durée des ombres, le retour ou l'absence de certains insectes. Ces repères étaient imparfaits, mais ils offraient une illusion de continuité, une preuve que le monde extérieur continuait d'exister, même s'il semblait les avoir oubliés. Le garçon, lui, avait développé une perception aiguë de l'espace immédiat. Attaché à cet arbre, son univers s'était réduit à quelques mètres. Chaque détail prenait une importance disproportionnée. Une fissure dans l'écorce, une pierre légèrement déplacée après la pluie, le bruit spécifique d'un animal qui passait à distance. Il savait reconnaître, presque instinctivement, ce qui représentait une menace et ce qui n'en était pas une. Cette hypervigilance, qui les avait aidés à survivre, était devenue un obstacle une fois de retour dans un environnement normalisé. Le cerveau refusait de relâcher cette tension constante. Les médecins ont aussi noté un phénomène troublant. Malgré la durée extrême de leur immobilisation, certaines fonctions avaient été préservées au-delà de ce que la littérature médicale laissait prévoir. Une hypothèse a émergé. Le fait d'être attachés, plutôt que totalement immobiles, leur avait permis de maintenir de micro-mouvements. Des ajustements imperceptibles, répétés des milliers de fois, suffisants peut-être pour ralentir la dégradation musculaire et circulatoire. Cette idée, encore débattue, a été intégrée à plusieurs études de cas, non pas comme une recommandation, mais comme un élément de compréhension supplémentaire. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir en comparant les témoignages à la chronologie exacte des recherches allait provoquer un malaise durable. À 2 reprises, des équipes étaient passées dans un rayon extrêmement proche du lieu où ils se trouvaient. À une occasion, une équipe s'était arrêtée à moins de 300 mètres pour une pause prolongée. Les chiens avaient marqué un arrêt, puis étaient repartis dans une autre direction.
À ce moment-là, la mère et le fils étaient encore conscients, encore capables de crier. Ils l'avaient fait, longtemps, jusqu'à perdre la voix. Mais le vent, la topographie, la fatigue humaine avaient suffi à transformer ces appels en silence. Ce constat a profondément affecté plusieurs membres des équipes de secours. Certains ont demandé à être retirés temporairement du terrain. D'autres ont poursuivi leur travail, mais avec une prudence presque douloureuse. Chaque nouvelle mission rappelait cette frontière infime entre succès et échec, entre une vie sauvée et une autre perdue sans raison apparente. Dans les mois qui ont suivi, des changements concrets ont été apportés. Pas spectaculaires, pas médiatisés à outrance. Des ajustements discrets, mais essentiels. Des formations supplémentaires sur la propagation du son en milieu montagneux. Des protocoles modifiés pour insister davantage sur les zones dites improbables. Des rappels constants sur l'importance de revenir, encore et encore, sur des lieux déjà fouillés. Parce que la forêt, elle, ne se révèle jamais entièrement en une seule fois. Pour la mère, ces évolutions apportaient un réconfort ambigu. Elle savait que rien ne pourrait effacer ce qu'ils avaient vécu. Mais l'idée que leur histoire puisse empêcher une autre famille de traverser la même épreuve lui donnait un sens, fragile, mais réel. Elle a participé, discrètement, à des réunions de prévention, sans jamais entrer dans les détails les plus sombres. Elle parlait de préparation, d'humilité, de respect des limites. Elle insistait sur un point en particulier, la nécessité d'accepter de renoncer. Faire demi-tour n'est pas un échec. C'est parfois la décision la plus courageuse. Le garçon, de son côté, a longtemps refusé de retourner en forêt. Puis un jour, presque sans prévenir, il a demandé à y aller. Pas au même endroit, pas dans les montagnes. Juste un bois aménagé, proche de la ville. Encadré, sécurisé. La première sortie a été difficile. Chaque bruit déclenchait une réaction immédiate. Mais peu à peu, quelque chose s'est apaisé. Non pas l'oubli, plutôt une transformation. La nature cessait d'être uniquement associée à la peur. Elle redevenait un espace complexe, capable du pire comme du meilleur. Des années plus tard, lorsque l'affaire est évoquée dans des cercles spécialisés, elle est rarement racontée dans son intégralité. On en extrait des fragments, des enseignements techniques, des graphiques, des statistiques. Mais ceux qui ont pris le temps de lire l'ensemble des témoignages, de comprendre la lenteur, l'attente, la répétition des jours sans issue, savent que l'essentiel ne se trouve pas dans les chiffres. L'essentiel réside dans cette zone grise où la volonté humaine rencontre ses propres limites. Dans cette capacité étrange à continuer, non pas parce qu'on croit fermement à une issue, mais parce que l'arrêt serait pire encore. Continuer à respirer, continuer à parler, continuer à attendre. Dans le silence du Montana, lorsque la neige recouvre les sentiers et que les arbres semblent figés dans une immobilité parfaite, il reste cette histoire, discrète, presque effacée. Une mère et son fils, un arbre, des cordes, des mois suspendus hors du temps. Et cette vérité inconfortable, typique des récits que Rift Stories raconte. Parfois, survivre ne signifie pas triompher. Cela signifie simplement rester là, assez longtemps, pour que le monde finisse par vous retrouver. Avec le temps, une autre dimension de l'affaire a commencé à émerger, plus subtile, moins visible dans les rapports officiels. Elle concernait la manière dont la mémoire collective avait intégré cette histoire. Au départ, tout avait été brut, immédiat, presque insoutenable. Puis, progressivement, le récit s'était lissé. Les aspérités avaient été gommées, les silences, comblés par des interprétations. Comme si la société avait besoin de transformer cette survie extrême en quelque chose de plus acceptable, de plus racontable. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu les faits de l'intérieur,
rien n'avait été simplifié. La mère se rendait compte que, chaque fois qu'elle évoquait l'histoire, même brièvement, les réactions étaient similaires. D'abord, un choc visible. Puis, une tentative de compréhension rationnelle. Et enfin, presque toujours, une phrase maladroite, prononcée sans mauvaise intention, « Mais au moins, vous êtes en vie ?» Elle acquiesçait, par politesse. Mais intérieurement, elle ressentait un décalage profond. Être en vie n'effaçait pas les nuits passées à grelotter, attachée, incapable de bouger, à écouter la respiration de son fils pour s'assurer qu'il respirait encore. Être en vie n'annulait pas les images qui revenaient sans prévenir, les odeurs de terre humide, de chair affaiblie, de pluie stagnante. La survie n'était pas une fin heureuse. C'était un état intermédiaire, fragile, parfois douloureux. Le garçon, en grandissant, a commencé à poser des questions différentes. Non plus seulement sur ce qui leur était arrivé, mais sur ce qui aurait pu se passer autrement. Il demandait pourquoi les recherches s'étaient arrêtées à tel endroit, pourquoi les chiens avaient été retirés ce jour-là, pourquoi certaines décisions avaient été prises sans certitude. Les adultes autour de lui répondaient avec prudence, souvent en invoquant la complexité, les contraintes, les probabilités. Mais ces réponses ne le satisfaisaient pas toujours. Il avait vécu trop longtemps dans l'incertitude pour se contenter d'explications approximatives. À l'adolescence, puis à l'âge adulte, il a développé un intérêt marqué pour les sciences humaines et environnementales. Pas par fascination morbide, mais par besoin de comprendre. Comprendre comment des systèmes censés protéger peuvent parfois échouer. Comprendre comment l'humain interagit avec des environnements qui ne lui sont pas naturellement favorables. Cette trajectoire n'était pas un hasard. Elle était le prolongement direct de ces mois passés à observer, à attendre, à analyser chaque détail de son environnement pour survivre. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que certains souvenirs restaient volontairement tus. Des moments que ni la mère ni le fils n'avaient consignés dans les entretiens officiels. Non par oubli, mais par choix. Il y avait eu des instants de tension extrême, où l'épuisement avait presque brisé leur lien. Des moments où la peur avait pris le dessus sur la patience, où des paroles avaient été prononcées dans la fatigue, aussitôt regrettées. Ces fragments-là restaient entre eux, comme une zone protégée, trop intime pour être exposée, même dans un cadre thérapeutique. Les psychologues expliquaient que cette rétention n'était pas un déni, mais une forme de contrôle. Après des mois d'impuissance totale, choisir ce que l'on raconte et ce que l'on garde pour soi devenait un acte de reconquête, une manière de reprendre possession de son histoire. Sur le plan institutionnel, l'affaire a continué de produire des alminés, effets à long terme. Dans plusieurs parcs nationaux et zones forestières du nord-ouest américain, des dispositifs expérimentaux ont été testés. Balises de détresse passive, points de repère sonores, cartographie plus détaillée intégrant non seulement les sentiers officiels, mais aussi les zones de dérive les plus fréquentes. Ces initiatives n'étaient pas directement attribuées à l'affaire, mais ceux qui connaissaient les coulisses savaient qu'elle avait servi de catalyseur. Pourtant, malgré ces avancées, une inquiétude persistait chez les professionnels du secours. Celle que, malgré toutes les améliorations techniques, le facteur humain reste imprévisible. La surestimation de ses capacités, le refus de faire demi-tour, la confiance excessive dans des outils qui peuvent tomber en panne. Cette affaire en était l'illustration parfaite. Rien n'avait été volontairement imprudent au départ. Et pourtant, tout avait basculé. Rien n'allait préparer la mère à la première fois où elle est retournée dans le Montana, des années plus tard. Pas dans la forêt, pas près de l'arbre. Simplement dans la région.
Le paysage, vu depuis la route, semblait presque paisible. Les montagnes se découpaient sur l'horizon avec une beauté indifférente. Elle a ressenti un mélange étrange de rejet et d'attirance. Une partie d'elle voulait fuir. Une autre voulait affronter. Pas pour revivre, mais pour constater que le monde avait continué sans eux. Elle n'est pas descendue de la voiture longtemps. Quelques minutes. Assez pour respirer l'air, sentir cette odeur caractéristique de pin et de terre froide. Son corps a réagi avant sa pensée. Une accélération du rythme cardiaque. Une tension dans les épaules. Puis, progressivement, une forme d'apaisement. Elle n'était plus attachée. Elle pouvait repartir quand elle le voulait. Cette simple réalité avait une puissance symbolique immense. Le fils, lui, a choisi de ne pas l'accompagner. Pas par peur, mais par lucidité. Il savait que chacun avançait à son rythme. Il avait appris, très tôt, que forcer une étape pouvait être plus destructeur que l'attente. Dans les récits qui circulent encore aujourd'hui, certains aiment parler de miracles. D'autres, de chance extraordinaire. Mais ceux qui ont étudié l'affaire en profondeur utilisent rarement ces termes. Ils parlent plutôt de seuil, de marge, de limites repoussées au-delà de ce qui est raisonnablement attendu. Ils parlent d'une survie qui n'aurait pas dû être possible, mais qui l'a été malgré tout, dans des conditions qui continuent de défier certaines explications simples. Et c'est là que l'histoire rejoint ce que Rift Stories raconte depuis toujours. Pas des récits spectaculaires, destinés à rassurer ou à effrayer, mais des histoires qui obligent à regarder en face ce qui nous rend vulnérables. La dépendance à des systèmes imparfaits, la fragilité du corps, la force paradoxale des liens humains, la capacité à tenir, même lorsque toute perspective rationnelle semble avoir disparu. Il n'y a pas de morale claire, pas de conclusion définitive, seulement une trace, comme celle laissée par des pas dans une forêt après la pluie, visible un temps, puis progressivement effacée, mais jamais totalement oubliée par ceux qui savent vous regarder. Il existe, dans ce genre d'histoire, un moment où l'on croit que tout a été dit, que les faits sont établis, les responsabilités examinées, les blessures prises en charge. Et pourtant, longtemps après, quelque chose continue de travailler en profondeur, presque silencieusement. Dans cette affaire, ce quelque chose prenait la forme de questions qui revenaient sans prévenir, souvent la nuit, lorsque l'activité du monde ralentissait suffisamment pour laisser remonter ce qui avait été enfoui. Pour la mère, ces questions surgissaient dans les moments de calme forcé, lorsqu'elle était seule, lorsque le bruit ambiant cessait de distraire son esprit. Elle se demandait ce qui se serait passé si elle avait pris une autre décision à 9h41 ce matin-là, si elle avait fait demi-tour, si elle avait insisté pour s'arrêter plus tôt. Ces scénarios alternatifs défilaient avec une précision presque cruelle. Elle savait, rationnellement, que ce type de pensée ne menait nulle part. Mais la logique n'a jamais suffi à faire taire les images. Elles étaient là, persistantes, comme des empreintes dans la boue qui ne disparaissent jamais complètement. Le garçon, de son côté, développait une relation étrange avec le temps. Il avait vécu trop longtemps dans un présent figé pour accepter facilement les projections à long terme. Les questions sur l'avenir le mettaient mal à l'aise. Il préférait les échéances courtes, concrètes. Un jour, une semaine, parfois même une heure. Les thérapeutes observaient cette tendance avec attention. Elle n'était pas pathologique en soi, mais révélatrice d'une adaptation profonde. Vivre trop longtemps dans l'incertitude avait modifié sa manière de se projeter. Dans les milieux professionnels, l'affaire continuait d'être étudiée, parfois citée sans mentionner les noms, comme un cas de référence. Les analyses s'affinaient. On comparait cette survie à d'autres situations extrêmes, dans des contextes différents. Désert, montagne, naufrage. Une constante apparaissait. La survie prolongée n'était presque jamais le résultat d'un seul facteur exceptionnel, mais d'une combinaison fragile d'éléments ordinaires.
un lien humain fort, une capacité à s'adapter, une absence de panique totale, et, souvent, une part de hasard impossible à quantifier. Mais ce que les rapports techniques peinaient à retranscrire, c'était la dimension subjective de l'attente. Attendre sans savoir si quelqu'un viendra. Attendre en entendant parfois des bruits qui ressemblent à de l'espoir, sans pouvoir vérifier. Attendre tout en sachant que chaque jour passé réduit statistiquement les chances d'être retrouvé vivant. Cette attente-là n'est pas mesurable. Elle ne se traduit ni en kilomètres parcourus, ni en heures de recherche. Elle s'inscrit dans le corps, dans les muscles tendus, dans la gorge asséchée, dans les pensées qui tournent en boucle. Un ancien secouriste, interrogé bien plus tard dans un cadre informel, avait résumé ce malaise en une phrase simple. Il disait que ce qui le hantait le plus n'était pas l'idée d'avoir mal cherché, mais celle d'avoir été si proche sans le savoir. Cette proximité invisible, presque ironique, pesait plus lourd que l'échec manifeste. Elle révélait une vérité difficile à accepter. Même avec de la bonne volonté, de l'expérience et des moyens, il existe des moments où l'on passe à côté de l'essentiel sans s'en rendre compte. Dans la région, certains habitants avaient développé une relation particulière avec cette histoire. Elle était racontée à voix basse, rarement aux étrangers. Non comme une légende, mais comme un avertissement. On parlait du sentier, de ce virage trompeur, de la manière dont la forêt pouvait donner l'illusion d'une continuité là où il n'y en avait pas. Les plus anciens hochaient la tête, disant que la montagne avait toujours été ainsi, belle, impitoyable, indifférente. La mer a longtemps refusé d'être présentée comme une survivante exemplaire. Elle rejetait les termes de courage, de force exceptionnelle. Pour elle, il n'y avait rien d'héroïque dans cette expérience, seulement une nécessité brute. Protéger son enfant, tenir, jour après jour. Elle expliquait parfois que si elle avait été seule, elle ne savait pas si elle aurait tenu aussi longtemps. Cette lucidité dérangeait ceux qui cherchaient des récits inspirants. Mais elle était fidèle à ce qu'elle avait vécu. Le garçon, en grandissant, a fini par comprendre que son histoire le suivrait toujours, d'une manière ou d'une autre. Il ne pourrait pas la dissocier complètement de son identité. Cette prise de conscience a été difficile, mais aussi libératrice. Il a appris à choisir quand en parler et quand se taire. Il a compris que le silence pouvait être une forme de respect, pour soi-même comme pour les autres. Rien n'allait préparer le public, des années plus tard, à la sobriété de leurs rares témoignages communs, enregistrés dans un cadre strictement contrôlé. Pas de musique dramatique, pas d'images choc, juste deux voix, calmes, parfois hésitantes. Ils ne racontaient pas tout, ils n'expliquaient pas tout. Ils décrivaient surtout ce qu'ils avaient ressenti après. Le retour, le décalage. La difficulté à expliquer à ceux qui n'avaient jamais connu une telle attente ce que cela fait d'exister pendant des semaines sans certitude. Ce témoignage n'a pas fait le tour des réseaux. Il n'a pas déclenché de polémique. Il a circulé lentement, parmi ceux qui prenaient le temps d'écouter. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Certaines histoires perdent leur sens lorsqu'elles sont trop exposées, trop simplifiées. Dans les archives de Rift Stories, ce récit occupe une place particulière. Non pas parce qu'il est plus spectaculaire que d'autres, mais parce qu'il résiste à toute tentative de conclusion nette. Il ne se ferme pas. Il ne se résout pas complètement. Il laisse derrière lui une sensation persistante, inconfortable, mais honnête. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'une mère et de son fils disparus dans le Montana. Elle parle de la fragilité des trajectoires humaines, de la manière dont une journée ordinaire peut basculer sans prévenir, de la confiance que nous plaçons dans nos repères et de ce qui se passe lorsqu'ils disparaissent. Elle rappelle que la survie n'est pas toujours un combat spectaculaire contre des éléments hostiles, mais souvent une endurance silencieuse, presque invisible.
Et lorsque la forêt du Montana se couvre de neige, que les sentiers disparaissent sous une couche uniforme, il n'y a plus aucune trace de ce qui s'est joué là. Aucun panneau, aucun monument, juste des arbres, immobiles, et le vent qui passe entre eux. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ce silence n'est jamais totalement vide. Il contient encore l'écho d'une attente interminable, d'un lien qui a refusé de se rompre, et d'une survie qui, même expliquée, conserve une part irréductible d'incompréhension. C'est là que Rift Stories s'arrête toujours. Non pas sur une certitude, mais sur cette zone floue où les faits s'achèvent et où commence ce que chacun emporte avec lui après avoir écouté. Avec le passage des années, l'affaire a cessé d'être un sujet actif, mais elle n'a jamais réellement disparu. Elle est devenue ce que les enquêteurs appellent une référence silencieuse, un dossier que l'on n'ouvre plus officiellement, mais que l'on garde en tête. Un exemple qui ressurgit sans être nommé lorsqu'une nouvelle disparition est signalée, lorsqu'une famille attend des nouvelles dans un centre de coordination, lorsque les cartes sont étalées sur une table et que quelqu'un dit, presque machinalement, qu'il faut vérifier même les zones qui paraissent improbables. Pour la mère, le temps n'a pas effacé les sensations, il les a transformées. Certaines odeurs, longtemps insupportables, ont perdu leur violence immédiate. D'autres, au contraire, ont conservé une puissance intacte. L'odeur de la terre mouillée, après une pluie d'automne, suffisait encore à provoquer une crispation involontaire. Pas une panique ouverte, plutôt une contraction intérieure, brève, comme un réflexe ancien que le corps n'avait jamais désappris. Elle avait appris à reconnaître ces signaux, à les laisser passer sans lutter frontalement contre eux. La lutte, disait-elle parfois, ressemblait trop à ce qu'elle avait vécu là-bas. Elle parlait rarement de la douleur physique aujourd'hui. Les cicatrices étaient là, certaines visibles, d'autres non. Des limitations de mouvement, une fatigue chronique, des douleurs sourdes qui apparaissaient sans prévenir. Mais ce n'était pas cela qui pesait le plus. Ce qui revenait, c'était la mémoire de l'immobilité. Être incapable de changer de position. Être dépendante du passage du temps, du climat, de la lumière, sans aucun contrôle. Cette sensation avait profondément modifié sa relation à l'autonomie. Elle savourait désormais des gestes simples avec une intensité presque disproportionnée. Se lever sans aide, marcher quelques minutes seule, choisir de partir ou de rester. Ces actes ordinaires avaient pris une valeur qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. Le fils, devenu plus âgé, portait cette histoire différemment. Elle s'était intégrée à lui, sans l'écraser. Il n'en parlait pas spontanément, mais il ne la fuyait plus non plus. Lorsqu'on l'interrogeait, il répondait avec une clarté étonnante, dépourvue de pathos. Il expliquait qu'il n'avait jamais eu l'impression d'être courageux, qu'il n'avait pas choisi de tenir. Il n'y avait pas eu de moment héroïque, pas de décision spectaculaire. Il avait simplement continué parce que c'était la seule option disponible. Cette absence de romantisme déroutait souvent ses interlocuteurs. Mais ce que peu de gens percevaient, c'était la manière dont cette expérience avait affiné son regard. Il observait les autres avec une attention particulière. Les silences, les hésitations, les incohérences entre les mots et les gestes. Il avait appris très tôt que ce qui n'est pas dit est parfois plus important que ce qui est exprimé. Cette sensibilité, développée dans un contexte extrême, lui servait désormais dans la vie quotidienne, parfois comme une force, parfois comme un poids. Dans les cercles de secours, l'affaire continuait de susciter des discussions feutrées. Certains jeunes recrues la découvraient à travers des études de cas, sans toujours en mesurer l'impact émotionnel. Les anciens, eux, se souvenaient. Ils se souvenaient de l'attente, des espoirs déçus, de la fatigue accumulée, de cette impression tenace
d'avoir manqué quelque chose d'essentiel. Plusieurs d'entre eux ont admis, bien plus tard, que cette affaire avait changé leur manière de travailler, qu'ils écoutaient davantage leurs intuitions, même lorsqu'elles allaient à l'encontre des probabilités statistiques. Mais ce que les analyses institutionnelles ne pouvaient pas intégrer pleinement, c'était la dimension du lien. Les médecins avaient observé que la présence constante de l'un pour l'autre avait joué un rôle déterminant. Non seulement sur le plan psychologique, mais aussi physiologique. Les rythmes cardiaques, les cycles de sommeil fragmentés, les phases de veille semblaient s'être synchronisés. Comme si leur corps avait inconsciemment cherché une stabilité commune dans un environnement chaotique. Cette synchronisation, difficile à mesurer, échappait au modèle classique. Rien n'allait préparer les spécialistes à la manière dont cette relation allait évoluer après coup. Loin de se figer dans une dépendance permanente, elle s'est transformée progressivement. Il y a eu une phase de proximité extrême, presque étouffante. Puis, lentement, une différenciation. Une reprise d'autonomie. Non sans douleur, non sans conflit parfois. Mais avec une lucidité acquise trop tôt. Il savait, mieux que beaucoup, que la séparation n'était pas synonyme d'abandon, tant qu'elle était choisie. Dans les années qui ont suivi, la région du Montana a vu passer d'autres disparitions, d'autres recherches. Certaines se sont soldées par des retrouvailles rapides, d'autres par des découvertes tragiques. À chaque fois, l'affaire de la mère et du fils revenait dans les esprits, comme un rappel silencieux que la frontière entre ces issues est souvent invisible et parfois cruellement mince. La forêt, elle, n'a rien changé. Les saisons continuent de se succéder avec une régularité implacable. Les arbres tombent, d'autres poussent. Les sentiers sont entretenus, modifiés, parfois déplacés. Le lieu exact où ils ont été retrouvés n'est signalé par rien. Ceux qui passent à proximité n'en savent rien. Et c'est peut-être ce qui rend l'histoire encore plus dérangeante. L'absence de marque. L'absence de reconnaissance tangible. Comme si l'événement n'avait laissé de traces que dans les corps et les mémoires humaines. Dans l'esprit de ceux qui ont étudié ce dossier jusqu'au bout, une idée persiste. Que certaines expériences dépassent la capacité des mots à les contenir. Que les rapports, les chiffres, les analyses, aussi nécessaires soient-ils, ne peuvent saisir pleinement ce qui se joue lorsque l'être humain est confronté à une attente sans horizon. Ce type d'attente ne se raconte pas. Il se subit, il se traverse. Et c'est précisément là que cette histoire s'inscrit dans la lignée des récits que Rift Stories choisit de porter. Des récits sans résolution confortable, sans morale évidente. Des récits qui laissent une empreinte durable, non pas parce qu'ils offrent des réponses, mais parce qu'ils posent des questions que l'on ne peut pas évacuer facilement. Combien de temps peut-on attendre sans perdre pied ? Qu'est-ce qui fait tenir lorsque l'espoir devient abstrait ? Où se situe la limite entre la résilience et l'épuisement ? Et surtout, que reste-t-il une fois que l'on a survécu à quelque chose qui, statistiquement, n'aurait pas dû l'être ? Il n'y a pas de conclusion définitive à cette affaire, seulement une continuité. Une vie qui se poursuit, marquée, transformée, mais toujours en mouvement. Et quelque part, dans le silence des montagnes du Montana, un espace qui rappelle que la nature ne fait aucune promesse. Elle ne garantit ni la perte, ni le salut. Elle existe, indifférente. Et face à elle, l'humain avance avec ses cartes, ses certitudes, ses erreurs, et parfois, contre toute attente, avec une capacité à tenir plus longtemps qu'il ne l'aurait jamais cru possible.